Clovis et Dagobert, certainement les rois mérovingiens les plus connus du grand public, de grands rois qui ont su entretenir le prestige de la dynastie mérovingienne, une lignée dont le nom proviendrait du roi fransalien Mérové, un ancêtre semi-mythique de Clovis qui aurait participé à la victoire sur Attila au champ catalonique. Si l'on ne retient guère les noms de ces souverains, pour la plupart méconnus, on connaît cependant la drôle d'expression qui les qualifie, les rois fainéants. Cette appellation signifie littéralement « rois qui ne font rien », autrement dit « fainéants ». Elle a été attribuée a posteriori au roi franc mérovingien succédant à partir de 639 à Dagobert Ier. Pourquoi un surnom si péjoratif? D'où vient-il? Et surtout était-il à ce point mérité? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. 639, année de la mort de Dagobert Ier. L'homme n'est pas seulement le bon roi Dagobert, rendu célèbre par la fameuse chanson enfantine, c'est avant tout le dernier grand souverain mérovingien. Avec son décès, c'est une forte instabilité politique qui va s'installer au sein du royaume franc, ne cessant de croître au fil des années. Une instabilité qui s'explique par une rivalité croissante entre la Neustrie et l'Austrasie. Deux territoires composant le royaume franc est dirigé par des maires du palais, sorte d'intendants royaux aux fonctions étendues. Au final, ce sont ces derniers qui vont prendre progressivement le dessus sur des rois mérovingiens, souvent jeunes et inexpérimentés. À cela s'ajoute le fait que leur charge héréditaire se voit renforcée au fil du temps par de nouvelles prérogatives à la fois militaires et administratives. Le premier roi qualifié de fainéant est un certain Thierry III, ayant régné de 673 à 691. Celui-ci laisse dans un premier temps la gouvernance à un dénommé Hébroïne, un maire du palais de Neustrie qui finira assassiné en 681, puis à Pépin de Herstal, issu d'Austrasie, qui réussira lui l'exploit de s'accaparer les deux palais. Si les rois mérovingiens restent pourtant en place, Pépin en revanche s'affirme désormais comme le maître incontesté du royaume, portant même le titre de prince jusqu'à sa mort en 714. Son successeur n'est autre que son fils illégitime, le fameux Charles Martel. Après avoir soumis la Thuringe et la Bavière, ce dernier stoppe en 732 une supposée invasion arabo-musulmane lors de la bataille de Poitiers. Selon certains auteurs, c'est à la suite de cette victoire que Charles est surnommé Martel, qui signifie en ancien français marteau. À la mort du roi Thierry IV en 737, Charles, fort de son très grand pouvoir, décide de ne pas lui choisir de successeur, le rôle des monarques mérovingiens étant devenu totalement insignifiant. Il règne ainsi en toute illégalité sur le royaume franc jusqu'à sa mort en 741, allant même jusqu'à se faire ensevelir dans la basilique de Saint-Denis comme les rois de France. Son fils et successeur, Pépin le Bref, concède dans un premier temps le trône au mérovingien Childéric III en 743, mais décide finalement de le déposer en 751. Après quoi, avec l'aval du pape Zacharie, il se fait sacrer roi de France. Le pauvre Childéric est quant à lui tonsuré et enfermé dans l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer où il meurt vers 755. C'est officiellement l'avènement des Carolingiens et à contrario, la fin pour ces fameux rois fainéants. Une appellation transmise jusqu'à nous à travers l'école publique du XIXe siècle, évoquant de façon négative des rois se déplaçant dans de lourds chariots bâchés, tirés par des bœufs énormes. Il faut dire que l'historiographie républicaine, très hostile à la monarchie, ne s'est pas privée pour en faire des souverains paresseux, confortablement allongés, sur des coussins moelleux. En réalité, rien à voir avec de la paresse, il s'agissait tout simplement d'une coutume germanique qui obligeait le roi, suite à son élection, à parcourir toutes ses terres sur un char rituel à la rencontre de son peuple. Quant à la source initiale de cette prétendue paresse, il faut sans doute incriminer Éginard, le fameux biographe de Charlemagne. C'est dans sa Vita Caroli, écrite au IXe siècle, qu'il légitime la prise de pouvoir carolingienne, car dit-il, les Mérovingiens n'avaient plus de roi que le nom, n'ayant accompli aucune réforme d'importance au cours de leur règne. Ainsi, les Carolingiens étant prêts à tout, afin de procéder à un brillant et rapide renouveau du royaume franc, cela fit donc paraître, par contraste, la fin de règne des Mérovingiens comme une période trouble de l'histoire des Francs. À cette fin, les Carolingiens ont utilisé les chroniqueurs de l'époque pour donner une image négative des Mérovingiens, la nouvelle dynastie ayant besoin de se montrer crédible afin de conserver le pouvoir. Le suzerain d'Éginard, Charlemagne,
va quant à lui entreprendre, en digne successeur de son père Pépin le Bref, un renouveau du royaume franc, étant même sacré empereur en l'an 800 à Rome, du jamais vu depuis la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce vers le haut, ça aide vraiment à la promotion de la chaîne. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Merci par avance et à bientôt sur Herodoc, la chaîne historique.